Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Luc et son équipe. Bonjour à tous, ici votre animateur Luc, et je vous souhaite la bienvenue à votre émission Un jour à la fois. Une émission dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Notez que l'émission vous est faite en 4 segments. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre elles leur expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse. Ils n'endossent et ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Nous recevons cette semaine un membre de cette fraternité qui va venir nous parler de ses difficultés, de son passé et de son expérience actuelle de rétablissement. Cette semaine, je vais vous présenter Daniel. Daniel, j'ai eu la chance de le rencontrer lui aussi dans un congrès. Un bon bonhomme avec une belle joie de vivre, impliqué dans le mouvement on sent cette touche-là, l'amour du mouvement, l'amour du rétablissement. Je dirais de la sagesse aussi. On a eu le temps de jaser un peu, là. Je dirais de la sagesse. Des fois, on ne le remarque pas nous-mêmes, ce qu'on en a. C'est les autres qui nous le font remarquer, mais je pense qu'on va tout le découvrir en même temps qu'il est rempli de sagesse. Vas-y, Daniel. Bonjour tout le monde, mon nom c'est Daniel, puis je suis un alcoolique. Merci Luc, merci de m'avoir invité à cette émission-là. Hey, on commence par quoi quand on est alcoolique? Hein? On commence par s'identifier pas comme alcoolique, comme personne, moi je dirais personne avec une déficience à la base. Tu sais? Moi je suis plutôt solitaire. Je sais pas si, en tout cas ceux qui me connaissent s'aperçoivent que des fois je suis pas le meilleur gars d'un sport d'équipe. Je sais pas, on dirait que j'ai pas les instructions pour fonctionner en équipe. Puis c'est pas dommage, j'ai eu de la difficulté à vivre avec ça longtemps. J'aimais être avec des chums, mais pas avec n'importe qui. Fait que je pouvais faire du sport de hockey, oui, parce qu'on a été 8 ans dans le même groupe de joueurs, faire le hockey mineur ensemble. C'est certain qu'après 7-8 ans, c'est devenu des amis. Ben après ça, j'aurais pas été joué avec un groupe d'étrangers, j'aurais pas eu de fun. Tu sais, je me dis, c'était pas moi, ça. L'été, je faisais beaucoup de choses en solitaire, mais j'étais bon en sport, tu sais, en sport individuel, j'étais bon. Parce que je faisais mon affaire, j'étais bon en ski, j'étais bon en plein de choses. Le hockey, c'était pour les chums, le baseball, j'adorais. Comme, on peut appeler ça le pire. Je dirais pas le pire de l'équipe, je dirais le pire de la ville, là, tu sais, c'est comme, j'étais pas talentueux, mais c'est une place que j'aurais bien aimé persévérer dans le sport. Fait que tout ça, ce fait-là fait que, quand quelque part, il y a de la gêne là-dedans, puis il y a du manque de confiance. Fait qu'en partant avec ça dans la vie, ça devient difficile, surtout que, en plus de ça, je suis pas quelqu'un, c'est bizarre à dire, des fois, le monde sont avec moi, ils me disent que j'ai beaucoup de mémoire. Moi, je trouve pas que j'ai de la mémoire, parce que j'ai de la difficulté à retenir les choses par cœur. L'idée principale, je vais toujours l'avoir, je vais me souvenir des choses. Tu sais, Luc, tout à l'heure, quelle place qu'on s'est vu? Regarde, on s'est vu à telle place, en bas, telle chose. Ça, c'est correct, là. J'ai pas de misère avec ça. Si on me parle de participe passé, oublie ça marche pas. Fait que, à l'école, il y avait des matières qui étaient difficiles, puis d'autres matières qui étaient très faciles. Fait que ça nuisait à mon parcours scolaire. Ça nuisait à ma confiance en moi, parce qu'avec mes chums, eux autres, ils allaient bien à l'école, là. Moi, je faisais bien des efforts, mais ça fonctionnait pas à ce que je m'attendais. Puis souvent, j'ai eu des échecs en année. Fait que j'ai finalement décidé d'arrêter l'école à 16 ans. Avec un secondaire 2. J'ai fait réviser des notes en désespoir de cause pour avoir un secondaire 3 pour pouvoir aller faire une formation professionnelle. Puis oui, j'ai eu le point qui me manquait. Mais ça a fait que j'étais quand même gêné. Qu'un coup que je sortais de mon entourage ou de mon espace où j'étais habitué, j'étais quelqu'un de renfermé dans mon coin. Ça m'a pas fait consommer en tant que tel. Mais il est arrivé plus tard dans ma vie, vers l'âge de 19 ans, environ, je pourrais dire la date exacte, là.
à 19 ans, il a commencé une série d'événements qui ont dispersé beaucoup de monde autour de moi. Puis des personnes importantes, là, tu sais, mon meilleur chum, perdu une blonde, perdu un enfant, perdu un demi-frère. Un cousin qui était élevé chez nous, là, mais que j'ai considéré comme mon frère, était plus vieux que moi, fait que moi je me souviens pas qu'il est arrivé. Tu sais, puis mon père souffrait de maladie mentale, ça fait que lui aussi, à un moment donné, il pensait que le monde voulait le tuer. Ils sont en train d'éliminer tout le monde, ils vont m'éliminer moi aussi, ça fait qu'il est parti. Fait que dans un espace pas trop long, mon monde stable autour de moi, il est parti. Puis là, le fait que je sois plus solitaire, c'est devenu solitude. Tu sais? Ben, je suis pas jeune, là, j'ai 19 ans. Je pourrais vous dire qu'avant 19 ans, là, j'avais peut-être consommé 2 bières, puis c'était après les tournois de hockey. Après un tournoi de hockey, je faisais une petite fête, là. Je me traînais ma bière dans ma main toute la veillée, là. Je pourrais même pas me souvenir si j'en ai bu une complète dans une de ces deux-là, je le sais pas. Sûrement que oui, là, mais je pourrais pas confirmer ça. Fait qu'à 19-20 ans, là, j'ai commencé à aller au bar, prendre les gars, j'allais là pour socialiser, essayer de voir des chums qu'on voyait plus au hockey, qui devaient être au bar, chercher ce qui était, tu sais, essayer de me refaire un entourage. Après, peut-être une couple de mois, là, on va prendre une bière. Bon, une bière, c'était pas pire, À un moment donné, ça a été 2 bières. 2 bières, là, j'ai aimé ça m'en a pris une 3e. Puis la 3e bière, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a effacé ma solitude. Elle m'a effacé la peur des gens. C'était un miracle. J'ai jamais pris une bière après ça. Parce qu'une bière, ça faisait pas le job. Parce que je buvais pour ça. Puis j'ai tellement fait confiance dans ça que, personnellement, j'ai arrêté de me forcer d'évoluer dans cet aspect-là parce que la boisson faisait le job. Tu sais, si je dis que j'ai bu pendant 20 quelques années, c'est correct, mais je veux dire, elle a fait sa job pendant 18-19 ans, l'alcool, là. Tu sais, je fonctionnais, j'étais, OK, j'ai dérangé du monde, j'ai fait plein d'affaires, là, mais je veux dire, en gros, elle faisait la job. J'étais capable de sortir, j'étais capable d'aller dans des endroits où j'aurais jamais été avant, par peur. Ça a fait quoi, ça? Ben, ça a fait que je me suis rencontré une blonde, comme de raison. À 20 ans, ça me reste pas tout seul longtemps. Bon, on a eu 2 enfants. Pas j'ai eu 2 enfants. Elle a eu 2 enfants de moi. Un garçon et une fille. C'est certain qu'avec la vie que je menais, ça n'a pas fait un couple qui a duré 25 ans. Mais quand même, on était quand même ensemble assez longtemps. D'après moi, je parlerai pas pour elle, mais d'après moi, on était malades les deux. Pas de la même façon, mais quand même. Je trouvais donc que j'étais un bon gars. Parce que dans tout ce que j'ai fait, j'ai rarement manqué du travail à cause de l'alcool. Le travail m'a déjà renvoyé chez nous à cause de l'alcool, mais moi, pas y aller, c'était une autre histoire. C'était plus la job qui me jetait dehors. C'est, hey, Dan, t'es encore en état, là, va-t'en te coucher, là, t'en reviendras après-midi ou, t'en reviendras demain. Pas si souvent que ça, mais c'est quand même arrivé. Puis il y a des fois qu'ils m'appelaient, puis j'étais dans des états de même, ils me prenaient parce qu'il n'y avait pas le choix. J'ai jamais travaillé dans des multinationales, je travaillais dans des petites compagnies, ça fait que, quand on est 2 gars qui font le job, puis que l'autre est pas là, puis il reste avec toi, ben, ils te prennent comme t'es, hein. Ça fait que, c'est ce qui arrive. Fait, au niveau du travail, ça a été ça. J'ai appris jeune, avec mon père, peu importe, même s'il était malade, c'était quelqu'un qui était très reconnu au niveau dans son métier, dans la mécanique. Puis il m'entraînait avec lui partout. J'ai appris à compter sur des outils. Tu sais, apporte-moi une clé 1, 2, apporte-moi une clé 3, 4. Tu sais, il regardait les clés, puis il n'avait pas besoin. C'était juste pour me faire fouiller dans le coffre quand j'étais petit cul. Puis tranquillement, pas vite, ben, il m'a montré une petite jobine, mais on allait dans les compagnies où il travaillait. Il faisait pas de la réparation auto, il faisait de la réparation de camions. C'était son sideline parce qu'il travaillait, je viens d'une ville minière, ça fait qu'il travaillait à la mine, puis son sideline, c'était ça. Ben, sur son sideline, il me traînait partout. Fait que quand j'ai arrêté l'école, à 16 ans, j'aurais pu aller en mécanique, sauf que mon père un peu moins, mais ma mère elle voulait vraiment pas que j'arrête. Ça fait que j'ai pas pu rentrer travailler dans ce que je faisais, fait qu'il m'avait dit faut que tu travailles. Fait que j'ai travaillé dans une épicerie emballée, puis à faire de la livraison d'épicerie pendant 1 an. Juste à temps qu'il y ait une conversation à laquelle j'ai assisté par hasard, ben, une partie de conversation qui a fait que j'étais allé au garage à 17 ans parce que c'est ça que je voulais faire, puis on dit regarde, il retournera pas à l'école pareil, oui, tu semaine tu fais faire ce qu'il veut faire. Ça fait que j'ai jamais eu de problème au niveau de l'emploi dans mon secteur parce que, je devais avoir assez de talent, puis j'étais déjà connu. Parce que je faisais déjà des job-ins à 13, 14, 15, 16 ans quand j'y allais. Avec mon père, à un moment donné, j'étais rendu assez grand, pas assez fort, faire certaines affaires. Fait qu'il me faisait faire des choses, puis je le comprenais. Puis, tu sais, j'étais pas parfait, mais je veux dire, j'ai appris jeune, ça fait que ça a bien rentré.
Fait que parfois, c'était ça, là. Je me souviens d'un de mes boss. Je n'ai pas eu une tonne parce que, comme je vous dis, j'ai été comme assez chanceux. Je dirais que 4 jobs dans ma vie, 4 employeurs, puis là-dessus, il y en a 2, c'était dans le même garage. Fait que c'était facile de conserver mon travail parce que quand j'étais là, je voulais bien faire le mieux que les autres, pour être indispensable, là, pour essayer de compenser mes manques, là, tu sais, partir le jeudi midi, puis revenir le mardi matin pour travailler, tu sais, c'est parce qu'il se fiait sur moi le vendredi, puis des fois le samedi, puis le lundi, là, puis Dan n'était pas là. Tu sais, cherche-moi pas, je suis pas là. Fait que c'était pas fiable. Puis ça l'a amené un de mes patrons à me dire que il me payait à la fin de la semaine à cette heure. Ce qui était beau pour moi, la fin de la semaine, c'est que souvent, à l'époque, on travaillait, puis il y avait on sortait du bois, fait que les camions étaient au garage le vendredi en fin d'après-midi, samedi, dimanche après-midi, ils partaient. Fait que la fin de l'après-midi, c'était dimanche. La fin de la semaine, c'était dimanche après-midi. Ouais. Là, ça me faisait skipper mon jeudi soir, mon vendredi soir, mon samedi soir, j'avais pas d'argent. Ça fait que c'était comique parce qu'il me disait toujours, il disait, si tu as besoin d'argent, là, dis à ta femme qu'elle vienne chercher ton chèque. Il n'y a pas de problème. Ils vont te payer si c'est elle qui vient. Et je vais même l'avertir de pas te donner une scène parce que je veux qu'il soit là. C'est fou pareil, hein, la façon que tout le monde alentour s'en rend compte de qu'on est les derniers à être au courant de ça. Hey, wow, quelle belle entrée en matière, ça, Dan. Très, très bon résumé. Ça fait quoi un peu la maladie de l'alcoolisme, où c'est que ça nous apporte, puis qu'est-ce que ça nous fait faire comme niaiserie quand tu parles de avez-vous manqué de l'ouvrage à cause de l'alcool? Non, mais l'ouvrage a manqué de Dan à cause de l'alcool, tu sais. C'est fou de tout se dire ça. Écoutez, on prend une pause et on revient pour la suite du partage. Je me sentais seule, angoissée, agressive, et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez présentement l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Luc et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Ici votre animateur Luc, accompagné de Daniel, notre invité de cette semaine. Je vous lis un petit extrait tiré des Réflexions de Bill, la page 181, la perfection imaginaire. Lorsque nous, les premiers membres des AA, avons découvert à quel point nous pouvions être orgueilleux au plan spirituel, nous avons inventé l'expression « N'essayez pas d'être un saint d'ici jeudi ». Cet avertissement des premiers jours peut ressembler à une autre bonne excuse pour ne pas faire le maximum d'efforts. Pourtant, en y regardant de plus près, nous découvrons le contraire. C'est la façon des AA de mettre les membres des AA en garde contre l'aveuglement de l'orgueil et l'illusion d'une perfection inexistante dans notre cas. Seule la première étape, où nous avons admis à 100% notre impuissance devant l'alcool, peut être pratiquée à la perfection. Les 11 autres étapes font état d'un idéal parfait. Ce sont des buts vers lesquels nous tendons, ainsi que des repères pour évaluer nos progrès. C'est vrai que c'est toujours des buts à atteindre. Ça vient de... L'important, c'est juste de faire son possible puis de faire de son mieux. On est retour avec Daniel, on s'avait laissé avant la pause. Il nous parlait de sa job, que son boss voulait plus lui donner sa paye, que sa paye allait tomber le dimanche maintenant. Ça lui faisait skipper... ça l'obligeait à travailler la fin de semaine. Donc, on continue avec cette belle histoire. Vas-y, Dan. Oui. Ça a été ça au niveau du travail. Au niveau personnel, ben, c'est certain que la vie était beaucoup plus complexe avec 2 enfants, une conjointe à la maison. J'étais un irresponsable à cet âge-là. Puis encore aujourd'hui,
suis pas certain que je suis responsable. Je fonctionne très bien, là, mais tant que j'ai pas fini d'acquérir un degré de responsabilité complet encore. Mais dans la vingtaine, comme j'ai dit, là, au lieu de continuer à travailler sur moi, l'alcool a fait la job. Ça fait que ça faisait un job d'alcool. Tu sais, ça fait que j'étais pas... aujourd'hui, je suis capable de dire que j'étais pas nécessairement un bon père. J'étais pas mal intentionné. J'ai travaillé fort pour que mes enfants aient toujours de quoi manger, puis qu'on ait toujours un logement, puis qu'on ait fait... Tu sais, j'avais une certaine sagesse à cet âge-là, mais j'avais pas la sagesse de pouvoir être nécessairement... apporter du temps de qualité à ma famille. Tu sais, souvent, quand j'étais avec eux autres, je pensais à l'alcool. Comment est-ce que je pourrais faire pour en avoir? Comment je pourrais gagner de l'argent pour en avoir plus? Puis comment... Tu sais, c'était pas nécessairement dépenser pour avoir un meilleur divertissement pour mes enfants, qui aient de quoi de plus. Je me disais toujours, mes enfants, ils n'ont pas été privés de rien. Alors, ils ont été privés du principal, ils ont été privés de l'amour de leur père. Ça fait que l'alcool m'a déshumanisé. J'étais solitaire, mais pas sans cœur. Puis avec mes enfants, il y a des périodes où j'ai l'impression que c'est ça que ça a été. Tu sais, puis ça... Quand ça me pognait, j'avais de la difficulté avec ça. D'un coup qu'on était séparés, moi et ma conjointe, comme de raison, j'avais les enfants une fin de semaine sur 2. C'était correct à l'époque, dans ma condition. J'allais les chercher, je retournais porter. Mais j'ai toujours joué avec le feu parce que malgré tout ce temps-là, j'ai toujours consommé au volant. Tu sais, j'ai pas eu de perte de permis à cause de la boisson, mais j'aurais pu la perdre. J'aurais pu perdre mes permis. Je sais pas combien de mille fois, là, au nombre d'années que j'ai consommé. Puis que, comme je restais dans un village, mais pour aller en quelque part, il faut toujours se déplacer, tu sais. Dans le village, tout est proche, mais il n'y a pas grand-chose dans le village. Fait que finalement, on est souvent en voiture. Puis, mon travail m'obligeait à voyager pas mal. Écoute, on s'entend que généralement, sur le travail, à part que quand j'arrivais, je buvais pas pendant le travail. Ça, c'était une affaire qui était sacrée pour moi. Je me disais, je boirais pas au travail. C'est certain que des fois, je finissais de boire à 6 heures, je commençais à 7 heures, là. C'était une autre histoire, mais d'un coup que j'étais au travail, là, même si j'étais poqué, tu sais, des fois, il me semble qu'à midi, j'aurais pris une coupe de bière, vous m'en remettez un peu, là. Je le faisais pas. Mais tout ça, ça a fait que je me suis éloigné de tout le monde. Je disais à un moment donné que j'étais tout seul, puis que c'était correct de même, mais finalement, je me suis éloigné de mes amis, puis de tout, puis je reprends ça avec les années. C'est des amis que j'avais, là, justement, l'automne passé, je me suis ramassé à la chasse avec un de mes amis d'enfance, là, dire, un ami qu'avant qu'on aille à la maternelle, on jouait ensemble dans la ruelle, là. Tu sais, si on s'entend, ça fait quand même une amitié de 60 ans passés, là. Puis, on se parlait de temps en temps, mais je focusais pas pour essayer de l'entretenir, cette amitié-là. Tu sais. Puis des fois, quand j'étais par chez nous, j'ai un autre de mes amis, je les connais un petit peu plus vieux quand même, là, mais je veux dire, quand même enfant. Puis il restait dans un autre village, puis des fois il venait, puis je le voyais, mais je m'en allais. Je m'en allais parce que c'était rendu une période de ma consommation où j'étais pas bien avec l'alcool, mais j'étais plus bien non plus avec l'alcool. Fait qu'avec ou sans, là, ça marche, ça commençait à mal aller. Puis j'aurais pu rester avec eux autres, mais je me sentais pas bien. Tu sais, ça faisait plus le travail. Puis après ça, je suis déménagé, puis je me suis emmené dans le secteur de Montréal. Ça fait quand même une vingtaine d'années, 25 ans, à peu près, pour le travail. Mes enfants sont venus faire un petit tour dans le coin. Ils sont retournés, mon gars est à Gaspé, ma fille aussi. Elle est allée au cégep, elle est allée faire ses stages à l'hôpital universitaire à Sherbrooke, radiologiste à Gaspé. Puis c'est bien, j'y vais encore plusieurs fois par année. Je suis allé 2 fois. Je pense que cette année, j'y suis allé 4 fois. J'y retourne, je suis arrivé il y a 2 semaines, je retourne au mois d'octobre. Puis probablement à Noël. J'ai pas peur de la route. Mais, tu sais, pendant les enfances, encore aujourd'hui, je me dis que j'ai pas été correct. Puis, puis je me faisais rire à un moment donné, j'étais avec ma petite fille. En avant, je suis ma fille, puis j'étais avec la poussette, puis je me promène. Puis ça doit faire peut-être 4 ans, là, ça. 3-4 ans. À un moment donné, l'idée me vient en tête, tu sais. Moi, quand j'étais jeune, là, être vieux, c'était d'avoir 30 ans, une femme puis des enfants avec une poussette. Tu sais?
C'était vieux, là. C'est qu'il était rendu là. Je me dis, mais que je sois rendu là, je vais être classé, je vais être bien. Mais à 30 ans, mais j'étais pas là, mais pas en tout, là. 30 ans, là, j'étais en plein cœur de mon alcoolisme. Le moment que ça marchait encore, j'avais encore de la drive pas mal, puis, tu sais, puis j'allais pas en poussette avec ma femme dans le chemin, puis tout ça. Puis je me suis réveillé une bonne journée de même, si je marchais avec la poussette, tout, puis je me dis, crème, je suis 30 ans en retard, mais on va finir par le faire, si je me promener avec le bébé sur le bord du chemin en poussette, là. J'ai dit, je suis rendu là, 30 ans en retard, mais je me suis rendu en quelque part, tu sais, avec ça. Puis, ce départ-là, cette réalisation-là, dans ma vie, tu sais, là, je vais sauter un petit bout, là, parce que cette relation-là avec ma petite fille est importante, parce que j'ai comme découvert avec elle ce que j'avais tout manqué avant. Je me suis aperçu de ça il y a 3-4 ans. Puis, ça m'oblige pas, je ressens le besoin de m'impliquer plus auprès de cet enfant-là, parce que je sais que c'est que j'ai négligé avec sa mère. Ça fait que je trouve ça le fun. Des fois, là, elle appelle, elle dit, ma fille m'appelle, elle dit, « Ah, papa, j'ai pas affaire à toi, là, ça a dit, c'est Clara qui veut te parler. Puis là, il pose son téléphone, puis je jase avec 5-10 minutes, puis à un moment donné, c'est fini, elle s'en va, c'est correct. Ça fait que c'est des bouts que j'ai manqué avec mes propres enfants, tu sais. Mais j'ai été un bout de temps tout seul, qu'après qu'on s'est séparés, j'ai resté tout seul parce que quelque part, j'étais conscient que je voulais pas avoir personne pour me gérer. Puis que j'étais pas capable de m'occuper de moi-même, fait que je voulais pas m'occuper d'un autre. Fait que j'ai été quelques années tout seul avec ce minding-là, puis après ça, j'ai rencontré encore quelqu'un avec qui je suis déménagé par ici. On est encore ensemble après 25 ans. C'est bien, ça n'a pas toujours été facile, ça l'est toujours pas aujourd'hui. Ben, pas facile, on s'entend. Il y a des sacrés bons bouts que c'est le fun, là, tu sais. Quand on s'entend un couple, là, de temps en temps, là, ça accroche. Mais les premières années, là, ça a fait... j'avais beau travailler, faire des bons salaires, mais jamais d'argent. Tu sais, moi, mon alcoolisme, ça me gardait en vie parce que je manquais d'argent, tu sais. Finalement, là, je voulais en avoir pour mes enfants, je voulais en avoir pour ci, je voulais en avoir pour ça. Fait que finalement, ça m'obligeait à travailler beaucoup, à être encore moins présent. Encore moins présent, pourquoi? C'est pas le petit surplus, parce que le surplus, c'est celui-là que je buvais. Ça fait que je pouvais pas arrêter après tant d'heures, il faudrait que j'en fasse plus. Si on m'en offrait, oui, puis des fois, je le demandais, tu sais, hey, c'était des heures, là, demande-moi les, là, cette semaine, j'ai le temps, là. Capable. Ça fait que, ça a été ça. La dernière période d'année, avant que j'arrête de boire, on restait dans un sous-sol, dans un 3,5. Puis j'avais déjà commencé à parler de se séparer parce que ça coûterait moins cher, il nous resterait plus d'argent, puis lâcher le logement pour rester dans une chambre. Puis ça dégringolait, là, mon affaire. Puis j'en prenais conscience, mais qu'est-ce que je vais faire si je bois pas? Hey, c'est quoi la vie sans boisson? Je me souvenais pas c'était quoi la vie avant. Puis quand je pensais à ma vie avant, ce que je voyais, c'est le petit gars gêné, renfermé, orgueilleux dans son coin, qui faisait ses affaires tout seul puis qui s'emmerdait. Hey, j'ai beau être mal aujourd'hui, j'ai pas envie de retourner là. Tu sais, mais il faut que je fasse de quoi parce que l'alcool, ça marche plus, là. Ça marche plus. Tous les domaines de ma vie, là, c'est en banqueroute, les dettes, pas d'argent, pas rien. Je sens que tout est sur le point de s'écrouler, là, tu sais. Ben, ça a quand même pris 1 an avant que je décide de faire un move parce que j'ai essayé plein d'affaires pour savoir que ça marchait pas. Ben, bonjour, je m'envoie sur la Côte-Nord. Parce que j'ai transféré, à un moment donné, j'étais sur la route. Le milieu routier, puis je m'envoie sur la Côte-Nord. Puis, il y a un gars qui me donne un livre dans une brasserie. Ben, j'étais un peu entamé. C'était un livre peut-être la grandeur du réflexion quotidienne. Puis, il est recouvert de papier. Le lendemain, j'ai découvert ça dans le troc, puis ça a été la petite étincelle qui a fait partir toute cette histoire-là. Des fois, ça prend pas grand-chose. Une petite étincelle, un petit livre recouvert de papier qu'on sait pas trop c'est quoi, donné dans un bar, dans le fin fond de la Côte-Nord, puis tu te ramasses à un moment donné, puis ça déboule après, puis tu te retrouves quelques années et plus tard avec un beau mode de vie, puis une belle façon de faire. J'ai hâte de connaître la suite de ce petit livre-là. Mais avant, on doit prendre une pause.
Comme une force de la nature, l'alcool commence à détruire notre monde. Le chaos nous envahit. Nous perdons le contrôle de notre vie. Mais on peut arrêter la tempête. Les alcooliques anonymes peuvent nous aider à traverser la tempête un jour à la fois. Dans les jours sombres, il y a de l'espoir. Il y a les alcooliques anonymes. Si l'alcool est devenu un problème dans votre vie, nous sommes dans l'annuaire téléphonique et sur le site aa.org. Les alcooliques anonymes, nous pouvons aider. Vous écoutez présentement l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Luc et son équipe. Ici votre animateur Luc, et je vous souhaite la re-bienvenue à notre émission Un jour à la fois. Je vous invite à visiter notre site internet unjouralafoi-émission.org. Vous aurez accès à tous nos balados et qui contiennent les émissions de l'année en cours ainsi que tous les partages enregistrés depuis 2017. Vous allez aussi trouver l'horaire de diffusion de l'émission et la fréquence de nos collaborateurs radiodiffuseurs. N'hésitez pas à nous écrire et à nous faire part de vos commentaires et je vous rappelle que vous êtes les bienvenus à venir nous livrer votre témoignage en studio ou encore, si le cœur vous a envie, de vous impliquer avec nous dans notre équipe. On poursuit le témoignage de Dan que j'ai très très hâte de connaître l'histoire de ce petit livre couvert de papier qui s'est ramassé dans le fond d'un truck sur la Côte-Nord. J'ai hâte de connaître la suite, donc je parle vite. Je suis énervé, j'ai hâte de l'entendre. Je te laisse aller. Oui, ce fameux petit livre-là. Oui, je le traîne encore des fois avec moi. Regarde, c'est pourquoi je me réplique dans A, des fois, c'est pour des choses de même. Je connaissais A, ça faisait longtemps que je connaissais A. Mais ce petit livre-là m'a ramené là. C'était le petit livre rouge des A par Hazelden. Puis ça m'a refait voyager dans le temps. Moi, j'ai connu A en 1974. Ça ne peut pas me rajeunir, là, tu sais, mais quand même, j'ai pas fait à cet âge-là, j'avais pas commencé à boire encore. Mais en tout cas, le père d'un de mes chums pensait que quand j'y goûterais, j'aimerais ça. Tu sais, parce qu'ils m'ont emmené là, lui puis son chum. Puis pourquoi je me souviens de l'année? Parce que son chum, Gaétan, il était au congrès de Rimouski, puis je l'ai rencontré quand j'étais jeune. Sa femme tenait une salle de billard chez nous. Puis, ouais, il m'a dit ça. Il dit, il y en a juste un il disait qu'il y avait de la mémoire. Il dit, j'ai pas de mémoire. Il y a eu un seul congrès chez nous. C'était en avril 1974. Fait que tu n'as pas pu aller à un autre congrès dans le village. Il n'y en a rien qu'un. Mais, ça a toujours été, tu sais, quand on est jeune, on a le power, là, c'est un village. On sait ce qui est le meeting, on sait tout. J'ai fait un petit bout de temps à la team parce que le garçon de ce monsieur-là, mon chum, il était membre. Fait que lui, il m'a emmené dans la latine. Je suis retourné dans la latine, me soigner, je suis retourné dans la latine parce qu'il y avait des belles filles. Je serais bien menteur de dire le contraire à l'époque, mais j'avais pas envie d'être parmi ceux à lesquels on passait regarder, savoir quel char était parqué en avant de la salle de réunion. Je voulais pas voir mon char parqué là, mon ego, mon orgueil était bien trop grande pour ça. Puis, je devais pas avoir le goût, parce que j'aurais pu y aller à pied, ça n'aurait rien changé. Là, mais à l'époque, ça me passait même pas par l'idée. Ouais, ce petit livre rouge-là, j'ai lu ça sur la Côte-Nord, puis dès la première ouverture, puis que j'ai lu ça, il a refait un voyage dans le truck. Tu sais, je voulais pas en entendre parler, j'étais comme prêt, pas prêt. Tu sais, oui, c'était une solution, non, j'en voulais pas. C'était probablement à la fin de l'été, à août, septembre peut-être. Ça m'a pris, je dirais, 2 mois et demi à le lire. Pourtant, pas une brique, là. Capable de lire le gros livre d'une fin de semaine, puis le petit livre rouge des AA. Il a beaucoup voyagé dans le truck parce qu'il y a beaucoup de places qui me confrontaient. Je suis obligé de regarder le miroir puis de me regarder. Je me reconnaissais à plein de places, puis ça faisait pas mon affaire. Parce que c'était pas les places les plus délicates sur le comportement humain ou sur des choses, sur des pensées. Ça fait que il a voyagé, il est en pièces détachées en grande partie. Les pages sont en ordre, mais pas grand-chose qui se tient ensemble. Et dans son état original encore, dans son papier brun, puis je le garde, c'est l'étincelle qui, je peux dire encore aujourd'hui, a allumé le feu, qui a fini par se développer par de l'amour pour eux. Ça fait que, après j'ai connu ça, puis ma femme savait, elle a insisté un peu pour que j'aille le faire un tour, tu sais. Puis, en bon alcoolique, je l'ai convaincu que non. Il fallait pas que j'aille là, c'était
C'était bien correct, j'avais pas besoin, j'avais tout ce qu'il me fallait. Et là, comme tu dis, faut que tu fasses de quoi? Ouais, t'as raison. Fait que moi, un bon alcoolique, un bon crosseur, je pourrais dire, mais envers moi-même. J'étais asthmatique, j'ai dit, je vais arrêter de fumer. Faudrait que j'arrête de fumer. Tu sais, ça, j'ai une maladie, c'est normal. Tu sais, faudrait que j'arrête. Puis à l'époque, je pense que le 1er décembre, si ma mémoire est super bonne cette année-là, c'était un dimanche. Ça tombait bien, j'étais allé voir mon médecin pas longtemps avant, fait prescrire des patchs. Puis j'ai dit, là, il faut que ça fonctionne. Pour que ça fonctionne comme il faut, dans mon esprit tordu, il faut que je fasse ce qui est suggéré dans ce livre-là. Que je le fasse avec beaucoup de vouloir, avec cœur et tout. Mais on est le 1er décembre, puis quand on va arriver à Noël, puis que je vais prendre un verre, puis il y a beaucoup de monde qui fume, dont mon épouse, probablement qu'après les fêtes, je vais me réveiller, je vais avoir un paquet de cigarettes dans mes poches, puis je vais pouvoir me dire que ça marche pas. Tu sais, c'était pas verbalisé de même dans ma tête au mois de novembre, là, mais c'était quelque chose qui ressemblait à ça, là. Le timing était trop bon. Pourquoi pas le 1er janvier après les fêtes, non, le 1er décembre, parce qu'il y a des risques, que je me rende pas à Noël, puis que dans la période des fêtes, moi, j'ai pas dit que j'arrêterais de boire, là. J'ai juste dit que je m'en irais dans ce côté-là. Ça fait que j'ai fait ça, là, à partir du 1er décembre. Demander à genoux, le remercier le soir, puis tout ce qui en suivit, le temps des fêtes, rumba, puis maintenant après les fêtes, là, 4, 5, 6, ma femme m'a mis assis à la table, elle dit là, regarde, les fêtes sont finies, là. Faut que tu fasses un homme de toi, là. Tu vas me travailler, tu fasses tes affaires, là. Regarde. Oui, t'as raison. Elle dit, à part de ça, ton affaire, là, tes niaiseries, là, que tu fais, là, à genoux, à faire toutes sortes de grises de patente quand t'es sur la brosse, là. Dis-toi une affaire, ça a marché, parce qu'elle dit, un matin, là, ça faut-tu d'un mois que tu fumes pas. Puis j'ai jamais eu envie de fumer, là. Malgré tout ça. Ça fait qu'on est venu à une entente. Pour que ça aille bien au travail, en général, l'entente était que je ne buvais pas la semaine. Je buvais pas avant le vendredi soir, 6 heures, puis j'arrêtais de boire le dimanche à midi. Honnêtement, j'avais 6 ou 7 ans dans le mouvement quand j'ai réalisé qu'un gars qui décide d'arrêter de boire à midi, il y avait un problème. Il aurait pu arrêter de boire le samedi soir, tu sais, ça aurait été correct, là. C'est ouvrir une bière à midi moins 5 parce qu'il arrive midi, là. C'est un signe de problème. Ça m'a pris des années avant de le voir, mais c'était ça quand même. Ça fait que la première semaine, ça a bien été. La deuxième semaine, ça a été moyen. La troisième, là, elle était rough, là. La troisième, elle était bien rough. Puis la quatrième, là, je ne sais pas, la soif m'a pas quitté. L'obsession mentale totale, là, ça se terminait cette semaine-là par le 14 février. Puis, on allait aux États-Unis pour la semaine. Le vendredi, en revenant, là, il y a un long line-up. Il doit y avoir 2 heures d'attente à la douane. Puis là, j'étais en train de réaliser que je vais arriver en retard à 6 heures. Parce que là, à 6 heures, je sais pas si je vais être rendu à la douane. Fait que je pourrais pas commencer à boire à l'heure. Puis j'ai eu soif toute la semaine. Ça fait que l'ivresse mentale, elle était déjà là pas mal. Fait que là, elle augmente. Puis, comme ça, à Saint-Valentin, j'avais emmené une carte. J'étais un gars intelligent, j'ai écrit. Tu sais, je suis pas bon dans la grammaire et dans la correction de fautes, mais dans la compréhension de texte et dans l'écriture, là. Numéro 1, c'est ça qui me sauvait à l'école. Fait que je rouvre la carte. Ça a été comme, comment on dit ça? C'est un clou planté en plein cerveau. Je rouvre la carte pour voir ce que j'avais écrit. Ben, moi, j'ai ouvert la carte, j'ai regardé, j'ai signé mon nom. La même affaire que sur le contrat de mariage. Donne-moi une carte de Saint-Valentin. Daniel avec mon nom de famille. Tu sais? Là, j'ai fait comme, hey, tu épais, le gars? Fait que là, ça a été comme l'explosion totale là-dedans. Puis quand ça a venu mon tour à me présenter à la douane, j'avais le désir sincère d'emmener le douanier avec moi dans le truck. Pas par la porte, mais par son châssis et par le mien. Tu sais, parce que souvent, on arrive là, puis ils ont 32 000 questions, puis plein d'affaires, ça finit plus. Puis finalement, le gars m'a demandé, tu de quoi déclarer? J'ai dit non. Plein ou vide? Vide. Il dit bonne fin de semaine. Ça, là, ça m'a tué, tu sais. De cette rage-là que j'ai pas été capable. J'ai fait à peine quelques centaines de pieds. Je me suis arrêté. Puis c'est probablement le moment le plus sincère de toute ma vie que je peux me souvenir. Je me suis mis à genoux dans le truck à côté du bas de vitesse, puis j'ai dit, regarde, si t'as quelqu'un en haut là, tu viens régler mon problème tout de suite. Au prochain viaduc, là, si c'est pas fait, je m'en viens de voir. J'avais le désir sincère de me taper un viaduc, ça à 15.
Vraiment. J'ai parti, puis quand on a fini la douane, on m'a repassé. Il y avait un gars qui me suivait, qui a reconnu mon camion dans le line-up. « Hey, Dan, comment ça va? T'étais là-dedans. » On s'était pas vu parce qu'on était dans une ligne, puis il y avait une coupe de troc entre nous. Puis comme de raison, on voyait bien que j'étais encore ici, là, 20 quelques années plus tard, fait que j'ai pas été taper mon viaduc. Puis le plus fou, encore aujourd'hui, je me souviens pas. Ça, ma femme, c'est une affaire des fois qu'elle aime pas quand j'en parle de même. J'étais arrivé à la maison, j'avais une carte. Pas celle que j'ai faite avec, elle sait pas. J'avais une fleur. J'étais arrivé pour souper. Ma femme a été très gentille. Aujourd'hui, je vais le dire qu'elle était très gentille, mais ça me reste toujours plaisir que ce souper de Saint-Valentin-là, c'est le pire que j'ai jamais mangé de ma vie. C'est pas parce qu'il était pas bon, c'est parce que j'étais arrivé 3 heures en retard. C'est n'importe quel souper d'une assiette, 3 heures au four, c'est ordinaire. Tu sais, c'est pas de sa faute, là, mais garde. Puis, comme de raison, on me sert ça. Bah, je me souviens plus trop, là, s'excuse probablement pour le souper. Ben, elle me met une coupe de vin, puis soirée, je termine de même. J'ai pas trop de souvenirs de la veille. Je me lève le lendemain matin, puis elle dit merci Dan. Pourquoi? Ben, elle dit pour les recevoir. Elle dit tout, là. Ouais, j'ai dit, je t'arrive en retard, tout. Elle dit, peut-être que t'arrives en retard, tout. Mais tu m'as donné une carte, tu m'as donné une fleur, puis t'as pas bu le recevoir. Oups. Oui, samedi matin, moi, je réalise que j'ai pas bu le vendredi soir, là. Mais je me souviens du cave, là. Je me souviens du fou à 6 heures le soir, là, que lui, j'arrive en retard pour boire, là. Et qu'il ait pas bu, c'est pas normal, ça. Ça marche pas pantoute. Fait que j'ai dit, tu restes me faire un café? Oh oui. Fait que j'ai repensé à ça, puis j'ai fait comme, il faut vraiment que je continue comme ça à la cigarette, que je le demande, puis que je remercie le soir. Faut absolument que je continue ça. Ça fait que ça a été comme le début de ma sobriété. Bon, mon obsession de boire est disparue le 14 février cette année-là, en 2003. 14 février 2003, mon obsession de boire a disparu. À ma 5e journée d'abstinence. Ça fait que j'ai connu AA 6 mois après. Mon orgueil m'a permis d'aller dans AA 6 mois. C'est fou pareil, hein? Un petit livre, puis on se ramasse à genoux à côté du bras de vitesse à prier pour enlever la soif, sans se dire vraiment ça marche-tu ou ça marche pas, t'sais. C'est fou comme avec la présence de Dieu, elle peut. Faut juste le chercher. On prend une pause et on revient pour le 4e et dernier segment avec Daniel. Si l'alcool a perdu de son charme pour toi et si tu ne peux pas arrêter de boire, j'ai fait quelque chose et ma vie a changé. J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis. Nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les Alcooliques Anonymes. Vous écoutez présentement l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Luc et son équipe. Ici votre animateur Luc, toujours en compagnie de notre invité aujourd'hui, Dan. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Pour trouver une réunion près de chez vous, ou en connaître davantage sur le mouvement des AA, je vous invite à consulter le site internet aa-québec.org. Si vous voulez parler avec quelqu'un, un alcoolique qui peut vous écouter, je vous invite à composer le 1866 ligne AA, ou si vous préférez le 1866 544 6322. Il y a une personne qui est présente à ce numéro pour vous écouter de 9h à 22h, 7 jours sur 7. Les réunions des Alcooliques Anonymes sont aussi accessibles via Zoom, par téléphone et bien sûr en présentiel. On poursuit le dernier segment avec le beau partage rempli de couleurs de Dan qui nous fait suivre des chemins spirituels, des déclics de Dieu, c'est qu'on peut juste voir dans un beau rétablissement. Dan, je continue de t'écouter. À toi la parole. Merci. Oui, fait que bon, cheminement à CAA a commencé 6 mois après que, mettons, je dirais ma date de sobriété, c'était au mois de septembre. Parce que j'étais revenu à mon viaduc, la vie était belle, j'avais de l'argent dans mon portefeuille, mais j'étais encore seul, puis j'étais encore malheureux, puis ça a fait mon bonheur un bout de temps, parce que c'était le fun d'avoir un peu d'argent pour une fois que j'étais capable d'avoir plus que 2 piastres dans mon portefeuille, sans aller le dépenser au dépanneur, m'acheter une bière. Ça fait que, j'étais revenu là, puis c'est là que ma femme m'a dit, ben tu sais, dans ton petit livre, il parle souvent du alcoolique anonyme, DAA, il y a des références, tu devrais peut-être l'avoir. Fait que j'étais allé au congrès de Valleyfield à cette époque-là,
Puis j'ai trouvé ça bizarre. Je m'attendais d'aller là puis pas connaître personne parce que j'étais pas... Fait que quand je suis rentré, la personne qui m'a accueilli a dit « Bonjour Daniel, ça va bien, ça commence bien, hein, ça veut dire qu'elle me connaît. Est-ce que ta femme est avec toi? Non. OK. » Fait que je lui ai dit « Je suis juste me chercher le gros livre. » Elle dit « C'est correct que tu gardes le bureau de littérature et juste ici, là, le kiosque. » En m'en allant là, un gars que je travaillais avec était bien content de me voir. Lui, il vendait les coupons pour le café, là. Il est arrivé à cause dans le passage, m'a fait un hug, j'avais envie de l'exploser, je dirais, mais c'est trop violent. Mais en tout cas. Là, lui est venu à bout de me garder là pendant à peu près 3 heures de temps. Moi, trop pogné pour dire que je veux m'en aller. Puis l'idée de génie me pogne, il était à peu près 5h moins quart. J'ai dit, là, faut que je m'en aille parce que moi, dans ma tête, ça va fermer le kiosque de littérature. Un samedi soir, 5h, ça ferme, là. Je connais pas plus qu'il faut. Fait que j'allais chercher mon livre, puis je me suis en allé chez nous. Puis lui m'avait invité. Il dit, tu viendrais au meeting mercredi soir. Ouais, c'est une bonne idée. Puis là, j'en parle un peu avec ma femme. Je suis pas bien. Je cherche une solution, puis je bois pas, puis tu sais, je suis plus en l'air de vouloir me trouver une solution pour pas retourner, mais quand même être bien. Fait, je vois là le mercredi soir, lui il est pas là, mais je t'ai retourné parce qu'il y avait un monsieur qui m'a donné son numéro de téléphone. Il m'a écrit « Tu seras plus jamais seul », son nom et son numéro de téléphone. Il m'a donné le petit papier que je possède encore. Tu sais, ça, t'en reviendras me voir. Le mercredi d'après, je t'ai retourné le voir. Puis l'autre mercredi, je t'ai retourné le voir. Puis à un moment donné, je suis allé le samedi, puis je suis allé le dimanche. Surtout le dimanche matin, parce que ma période de transport, dimanche matin, j'étais toujours chez nous. Fait que c'était une belle période, c'était un meeting où je pouvais, aujourd'hui, je vais dire m'impliquer, mais être présent constamment. Faire mes groupes d'attache. Fait que j'ai commencé à m'impliquer vite parce que je me suis fait un parrain qui s'est fait un filleul, que j'ai pas demandé, il s'est accroché à moi, puis elle a bien fait de mon affaire parce qu'il m'a drillé, gentiment, mais quand même. Tu sais, il m'a trouvé une tâche de café. Je pense que la première tâche que tous les nouveaux ont, en tout cas pour moi, à l'époque, c'était comme une grosse job. Juste à temps qu'il lui réalise que je faisais le café, que je mettais c'était avec une espèce de petite cafétéria avec un comptoir, je mettais les poignées vers l'extérieur, puis je m'assurais que tout était correct. Dans le temps, on faisait 50 tasses de café. À un moment donné, il m'a dit, il s'appelle comment ce gars-là? Je sais pas. Prends-tu du lait? Je ne sais pas. Il a commencé à cafetière, il l'a viré de bord. Il dit, tu restes dans le cochon, tu remplis la tasse, puis tu la donnes au monsieur. Tu dis, bonjour, moi c'est Daniel, puis tu lui tends la main. OK. Je dis, c'est pas si pire. Je suis capable de... Dans ma tête, je me suis dit, OK, je suis capable de faire ça, c'est pas compliqué. La suivante, ça a été, remarque. Faudrait que tu remarques semaine après semaine s'il prend du lait, s'il prend du sucre, s'il trempe. Parce que si tu remplis trop son verre, puis qu'il rajoute du lait, il n'échappe à terre, la mort puis sur ton bord, tu vas aller essuyer le plancher. Fait que là, ça commence à être complexe pour moi, le qui a peur du monde. Là, je vais être obligé, en plus de ça, de traverser l'autre bord pour torcher le plancher. Ça fait que j'ai appris à regarder ailleurs qu'à regarder mon nombril. J'ai commencé à regarder le nombril des autres. Lui, il shake son verre à moitié dans la masse. Là. Puis s'il a malheur de rajouter du lait là-dedans, il va en envoyer un claquard la semaine d'avril. Tu sais. Au début, c'était, je dirais, à la limite méchant, parce que je voulais pas me donner d'ouvrage. Mais finalement, je m'occupais plus de moi, je m'occupais de lui. Là, tu sais. Fait que ça a été ça. Je me suis impliqué rapidement, puis lentement. Rapidement, dans le sens que au début de mon rétablissement, je me suis impliqué. J'ai fait la vigne, il y a encore du monde qui s'en souvient. Je pense que j'ai fait la vigne pendant 2 ans dans un groupe. Dans ce groupe-là. Après ça, j'ai fait toutes les tâches. À un moment donné, j'étais dans un groupe, j'étais le bouche-trou officiel, je faisais n'importe quoi. Tu sais, j'avais pas de tâche affiliée, attachée, mais généralement, à peu près toutes les semaines, j'avais une tâche. Tu sais, le gars de la littérature n'est pas rentré, celui de l'accueil nouveau n'est pas rentré, le secrétaire n'est pas là, l'animateur a besoin d'être remplacé. N'importe quoi. Puis j'ai pris des tâches. À un moment donné, j'ai fait une job de RSG. J'ai fait une deuxième tâche de RSG dans un autre groupe. Ça m'a appris à connaître le mouvement, voir comment ça fonctionnait, puis ça m'a appris à vaincre mes peurs aussi. Parce que quand on va dans son groupe d'attache, on est entouré, on est dans un cocon d'amour, hein, parce qu'après 1 an qu'on va à la même place, qu'on voit le même visage, c'est pas difficile d'aller là. C'est d'aller vers une personne inconnue, pour moi, qui était le problème. Fait que là, j'ai réalisé que ça, c'était bien. Fait que, puis comme je voyage beaucoup, je fais beaucoup de meetings à l'extérieur aussi, pour connaître des gens, mais pour contrôler mon problème de gêne ou de manque de confiance en moi envers les gens. Fait que une année, j'ai dit, ouais, j'en parle avec un gars. Ouais. J'ai dit, c'est pas toi qui aurais pris la job pour RDR adjoint, je l'aurais pris. Mais j'ai dit, là, j'ai pris d'autres choses, puis j'ai pas le temps. Quand il était RDR, une couple de mois après, il m'appelle, il dit, hey Dan, tu dis que tu voulais être RDR adjoint? Il dit, là, ça faisait comme 2 ans et demi après. Il dit, il dit, j'aurais besoin d'un adjoint si ça t'intéresse. Il dit, viens-t'en. Fait que là, j'ai fait un terme de RDR adjoint. J'ai fait mon terme de RDR. 2 ans. Après ça, j'ai fait un terme de trésorier au district aussi. Tout ce temps-là, ça me garde ça, puis ça m'aide parce que quand j'étais trésorier,
Ben, j'étais le parrain du RDR. On était assis côte à côte. Fait que, tu sais, j'y avais dit, ils vont prendre ta place. Ben, je dis, mec, tu prends ta place, mais ouais, tu vois, refais ton parrain de service. Là, j'ai pris un job de trésorier pour ça. J'ai dit, tu t'en sortiras pas, je vais être assis à côté de toi ta première année, je vais être assis là. Fait que s'il y a de quoi, tu m'appelles, puis on avait le même meeting d'attache. Ça fait que ça a été le fun. Après ça, ben, oui, c'est certain, je m'implique à la région un peu. Quoi, tu sais, peut-être, des fois, je trouve ça difficile. C'est pas dur, c'est mentalement difficile quand on voit le peu d'implication parfois qui viennent dans les comités de la région. Dans le peu d'enthousiasme que ça peut faire. Moi, je suis au comité des publications, puis on a des réunions une fois par mois là sur une littérature tirée dehors, souvent pour des littératures plus pour les nouveaux qui devraient intéresser les représentants de la littérature d'un groupe. Puis finalement, souvent, il y en a aucun. On a juste 500 quelques groupes dans la région, c'est normal qu'il n'y en ait pas. C'est un peu ironique, mais c'est ça pareil. Mais ça me fait travailler sur moi, ça, par contre. Parce que s'il y en avait 500 qui se présenteraient, je pense que je serais plus malheureux que de en avoir. Tu sais? Il reste quand même qu'on travaille fort pour ça, puis quand on regarde le peu de résultats, c'est pas toujours encourageant, mais c'est toujours le fun, parce que la petite gang qu'on est là, on n'a pas le choix, on travaille toujours pour essayer de faire de quoi. Ça fait que ça devient le fun. C'est intéressant. Dieu dans tout ça, le fameux Dieu. J'ai été élevé catholique, comme de raison, Dieu dans l'Église, c'est une croix. J'ai rien contre ça. J'ai aucun problème avec ça, sauf que pour moi, ça n'a jamais été le top des puissances supérieures, mettons. Mais aujourd'hui, ma puissance supérieure, c'est la nature. Je fais encore un petit jardin, je fais encore des petites affaires, puis je me demande encore comment ça, que cette année encore, je l'ai encore fait. Je prends mes tomates, j'enlève des petites graines dedans, je les fais sécher. Printemps prochain, je vais sacrer ça dans la terre, je vais me ramasser avec des grosses tomates juteuses, là, super bonnes, 10 fois meilleures que ce qui peut se vendre à l'épicerie. Puis tout ce que je vais avoir fait, c'est de mettre de l'eau. Hey, c'est supérieur à moi, il y a qu'un peu, ça. Hein? Les arbres, tout ça, ça a commencé avec des affaires minuscules sur lesquelles on peut essayer de s'imaginer les choses, mais c'est peut-être le hasard qui a fait que la Terre est meublée. Ben, comme ça, je vais croire que le hasard est plus fort que moi, qui est une puissance supérieure à moi-même. Quand je regarde la nature, pour moi, c'est 100 fois plus fort que moi. J'ai juste besoin de regarder un arbre, de regarder une feuille, puis je me dis, garde, moi, je suis pas capable de faire ça. Ça se fait tout seul, là. Y a-tu quelqu'un qui le fait? Je le sais pas. Hey, c'est un miracle que ça se fasse. C'est un peu comme une femme qui fait un enfant, là. Tu dis, hein, ça part de pas grand-chose, puis on sort un enfant. Fait que pour moi, je vois ça plus comme une puissance supérieure. En priant ma puissance supérieure, puis en écoutant Aura, puis en me dégênant avec le monde, ça a fait que ma vie professionnelle a complètement changé. Aujourd'hui, je peux dire que je ne suis qu'une pâle image de ce que j'étais lorsque je buvais, et même avant de commencer à consommer. Tu sais, moi, j'ai terminé, je l'ai dit, secondaire 2, puis j'ai pris les opportunités qui m'ont été offertes, toujours en discutant avec la famille pour savoir qu'est-ce que j'avais à faire. Ben, j'ai fini par me ramasser avec un bac universitaire. J'ai fait de l'enseignement pendant presque 20 ans. J'ai renoué avec bien des amis. M'a fait changer plein de choses. À la base, je suis encore le même, je suis encore un solitaire. Aujourd'hui, je l'accepte. C'est le même, c'est bien correct de même. Quand il y a trop de monde autour de moi puis ça brosse trop, ça m'énerve, puis ça me tape ses nerfs, puis ça me fatigue. Fait qu'à cette heure plus solitaire, c'est bien parfait. Un couple d'amis, 2 couples d'amis, ça dépend des couples. Oui, ben quand on est rendu 10-12, là, on est souper, j'ai hâte que ça finisse. Là. Tu sais, regarde là, arrêtez ça. Ça va trop vite pour moi. Tu sais. Mais Aura m'a donné plein de choses, puis dont l'acceptation. Je suis capable d'accepter plein de situations aujourd'hui qu'avant, je voulais pas vivre. Hein, fameuse, on boit pour ne pas vivre nos émotions. Ouais. Aujourd'hui, je suis content d'y vivre, ça prouve que je suis en vie. C'est absolument merveilleux. Puis je dois tout ça à Aura, puis au banc. Fait que c'est probablement la plus belle rencontre de ma vie, Aura. Aujourd'hui, je suis un homme comblé, j'ai tout ce que j'ai besoin dans la vie. Pas riche, mais il manque rien. Je dis qu'on doit ça à des membres dans une association, je vais dire gratuite, mais c'est pas vrai, presque gratuite, parce qu'on donne quelques dollars pour payer la salle, payer du café. Il y a un petit supplément qui reste dans les groupes, on envoie ça à la région pour que cet argent-là serve à mettre Aura à l'avant-scène, faire une publicité, faire connaître le mouvement, pas les ventes, mais juste le mouvement. C'est absolument magnifique. C'est vrai que c'est magnifique comme mouvement. Quel magnifique partage aussi, puis quel magnifique rétablissement. Merci, Dan, d'être venu nous partager ça en studio, puis de partager ça avec les auditeurs qu'on va pouvoir... Je suis ému d'avoir entendu ça. On en entend souvent parler des histoires comme ça, de choses qui pop, puis de rétablissement, puis que ça va bien, puis d'entendre à la fin que ça finit avec un bac. Et puis en enseignement, c'est grâce à A, tu sais, ça serait pas possible sinon ça.
Je tiens à remercier tous les participants de cette émission, François qui était à la technique, toute notre équipe à Radio Un jour à la fois, les auditeurs, les radiodiffuseurs, nos collaborateurs. Je vous souhaite une bonne semaine. Ici votre animateur Luc qui vous dit à la semaine prochaine à votre émission Un jour à la fois.